Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde risque et sécurité. Pour rentrer d'emblée dans le vif du sujet et motiver un peu la table ronde, je vous ai mis sur ce slide le résultat de l'enquête de la Banque économique mondiale sur la perception du risque. Alors, ils ont fait une enquête auprès de 1500 experts académiques, professionnels. Ils ont identifié les risques qui sont considérés comme les plus importants à court et à long terme. Et notamment à court terme, le premier risque, c'est le risque de mésinformation et de désinformation. Le deuxième, c'est le risque lié aux événements climatiques extrêmes, changement climatique. Le troisième risque, c'est la polarisation de sociétés. Et le quatrième risque, c'est l'insécurité cyber. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons 4 experts qui pourront nous parler justement de ce type de risque le plus important. Plus précisément, donc, on a Christina Boutusea, professeure de statistique à l'INSAE, Institut Polytechnique de Paris. Olivier Ferron, chercheur à EDF Recherche et Développement et directeur du laboratoire Finance des marchés de l'énergie. Sébastien Héon, directeur adjoint de l'équipe Cybersolutions du SCORE. Et puis finalement, Olivier Lopez, professeur d'actuariat à NSAE, Institut Polytechnique de Paris. Et moi-même, modérateur, Peter Tankov, professeur de finance quantitative, toujours à l'NSAE, Institut Polytechnique de Paris. Je propose de commencer par un tour de table de présentation, en commençant par Christina, et puis ensuite dans l'ordre dans lequel vous êtes assis. Dites-nous rapidement qui vous êtes et sur quoi vous travaillez, et après on aura l'occasion pour répondre à des questions plus spécifiques. Merci, Peter. Bonjour à tous, donc je suis Christina, je suis professeure à l'INSAE où j'enseigne des mathématiques appliquées, donc les cours de probabilité, statistique, et des cours d'introduction au machine learning, cours d'apprentissage. Je fais ma recherche en statistique non paramétrique, plutôt recherche d'estimateurs, de tests, mais en étudiant leur comportement assez précisément en termes de vitesse, voire des constantes associées à leur vitesse asymptotique. Depuis quelques années, je m'intéresse au problème de confidentialité, donc ça sera le sujet de mon exposé tout à l'heure. La confidentialité de données que je vois comme un problème inverse mathématique, et j'ai apporté mon expérience sur les problèmes inverses là-dedans. Voilà, donc je pense que je peux passer la parole. Présentation rapide. D'accord. Donc bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Olivier Lopez. Je suis donc professeur à l'ENSAE, Institut Polytechnique de Paris. Donc moi je suis statisticien, plus particulièrement appliqué au domaine de l'actuariat, c'est-à-dire la modélisation et la gestion des risques en assurance principalement, mais également en finance. Donc d'ailleurs je vous invite, si vous ne connaissez pas bien l'actuariat, à aller au stand de l'Institut des actuaires qui est aujourd'hui présent et qui représente l'ensemble de la profession. Donc moi je suis enseignant-chercheur et je suis donc spécialisé dans l'utilisation, comme je le disais, des méthodes statistiques pour modéliser et pour anticiper des problèmes en assurance, principalement dans le domaine des risques émergents, donc cyber, climat, qui est considéré aussi comme risque émergent et un peu pandémie également, et donc en utilisant des techniques mathématiques modernes, machine learning et autres, pour améliorer la prédiction de ces problèmes compliqués. Merci. Bonjour à tous, merci de vous être levés tôt un lundi matin pluvieux. Je m'appelle Sébastien Héon, je travaille à la SCORE, c'est un réassureur et assureur français basé à Paris, et je m'occupe de la modélisation des risques cyber, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent impacter les entreprises qui sont malheureusement victimes de ces risques-là et la société en général. Donc, moi, je suis dans la partie assez appliquée. Hein, on essaie de trouver des réponses quantifiées à ces problèmes d'impact de cybersécurité sur les entreprises. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Bonjour à tous, donc moi c'est Olivier Ferron, je suis ingénieur chercheur à EDF Recherche et Développement. Donc moi je me situe un petit peu entre les deux, c'est-à-dire je fais de la recherche amont avec des académiques, notamment Peter, et puis je fais aussi des choses un petit peu plus appliquées puisque nos activités tournent autour des études, du conseil et du développement d'outils pour la direction financière du groupe, la direction des risques groupe. Mon
travail, moi, principal est dans le domaine des mathématiques financières, de la gestion des risques, des statistiques, un petit peu d'économie. Et l'objectif, c'est de développer finalement des méthodes et des outils qui cherchent à sécuriser la trajectoire du groupe EDF. Merci. Donc, vous voyez que nous sommes tous des experts de domaines différents, mais il y a un point commun, c'est qu'on est tous mathématiciens, on utilise les outils mathématiques. Et dans cette table ronde, on va vous expliquer pourquoi et comment les mathématiques sont donc indispensables pour répondre à tous ces risques qui menacent notre société. Alors, on va maintenant passer aux questions un peu plus précises sur les différents types de risques, en commençant à nouveau par Christina, dans l'ordre de présentation. Alors Christina, comme tu es spécialiste de confidentialité de données notamment, comment est-ce qu'on peut concilier la confidentialité et la sécurité des données à la fois personnelles, mais aussi des données soumises aux droits d'auteur, et le développement rapide des outils d'intelligence artificielle qui utilisent ces données pour entraîner les modèles? Oui, je vais essayer de répondre en commençant par les besoins. Donc, pourquoi nous avons des soucis de confidentialité? D'une part, parce que la loi nous y oblige depuis quelques années maintenant. Et des données sensibles, vous en avez dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, en commençant par les données médicales, dans les hôpitaux, dans les agences de l'État, les banques travaillent avec des fonds d'investissement et les données concernant l'argent sont très sensibles. Tous les magasins, les systèmes de communication ont des données clients qui peuvent se révéler extrêmement sensibles également. Pour un autre exemple, les données sociales ou psychologiques relèvent des données médicales ou pas forcément, mais sont extrêmement sensibles également. Donc, nous avons créé de grandes bases de données. Il y a eu des problèmes de fuite. Ils ont été plus repérés aux États-Unis et plus médiatisés, d'où la nécessité de légiférer là-dessus. Donc, la loi nous oblige de protéger les individus qui nous donnent leurs données. En même temps, il faut aussi être transparent sur les clients que nous avons, sur les bases de données, notamment en finance. Donc, il faudra concilier cette obligation de confidentialité à l'obligation de transparence et de rendre public un certain nombre de chiffres qui contrôlent le biais de vos décisions. Donc, les algorithmes vont sortir certaines décisions qui seront biaisées. Vous devez quantifier en quelle quantité. De prendre des décisions équitables, donc respecter certaines proportions à la répartition homme-femme, par exemple. Vous devez quantifier l'incertitude, associer à votre résultat une marge d'erreur dont l'industriel est obligé de tenir compte. Vous pouvez avoir des soucis de robustesse parce que les systèmes informatiques, typiquement les marchés en ligne, sont soumis à des attaques, donc à des algorithmes malveillants qui vont chercher à spéculer sur vos algorithmes. Et donc, il faut que vos méthodes soient robustes et ne soient pas perturbées par ces attaques en ligne. Et vous devez, plus classiquement, je dirais, quantifier les erreurs de prédiction que vous faites. Ça va avec la quantification de l'incertitude. Et donc, pour répondre à ces besoins, il y a beaucoup de choses, mais je regrouperai ces méthodes en deux grandes catégories. Toutes les approches peuvent, à mon sens, se ranger dans l'approche confidentialité différentielle ou bien les approches modèles génératifs. Et il y aurait grand besoin d'utiliser les deux, surtout les points positifs des deux. Donc, pour vous parler de la confidentialité différentielle, ça a été introduit par des informaticiens, Cynthia Dork, 2006, en réponse aux attaques sur des bases de données où nous recevons des réponses sur des groupes d'individus, mais en enlevant un individu précis, donc en faisant des interrogations successives avec ou sans certains individus, on pouvait récupérer des informations sur certains individus. Donc, confidentialité différentielle cherche à prémunir contre la récupération de ces données sur des individus précis.
Et ça a l'intérêt de quantifier, donc de vous donner un paramètre qui mesure à quel point les données que vous rendez publiques sont confidentielles ou pas. Plus ce paramètre est petit, plus ce sera confidentiel. Comment ça procède? Donc, vous avez un problème précis. Donc ça, c'est un des défauts. C'est qu'on va procéder différemment selon le problème que vous voulez traiter. Vous allez randomiser les données. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc, vous allez rajouter du bruit aux bons endroits, pas forcément aux données de départ. Vous allez les rendre méconnaissables, disons, à l'œil nu, ou même pour les machines, dans la limite du paramètre que vous avez fixé à l'avance. Donc, vous arrivez à contrôler la confidentialité. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est que les algorithmes qui tournaient sur les vraies données doivent être modifiés pour travailler avec ces nouvelles données. Donc, c'est une première approche où des problèmes mathématiques se posent parce que en rajoutant du bruit, on détériore la qualité de l'information. Et donc, on veut savoir à quel point on a détérioré. Est-ce que c'est dû au choix de la randomisation ou est-ce qu'une autre randomisation ne ferait jamais mieux que ce que j'avais proposé? Donc, ça, c'est en particulier les questions mathématiques qui m'intéressent. Mais donc, nous allons... de cette façon, proposer les mêmes individus, sauf que leurs données seront modifiées. C'est pourquoi je parle d'une approche différente de modèles génératifs qui, eux, vont chercher plutôt à produire de faux individus, vont chercher à générer une base de données qui ressemble beaucoup à la base que vous avez au départ. Et ça a l'avantage de rendre tout le monde confidentiel. Ça a le désavantage de ne pas vous dire à quel point les nouveaux individus que vous proposez ressemblent ou pas aux individus de départ. Donc vous avez plusieurs critères pour décider si la nouvelle base de données est ressemblante ou pas. Ça peut être juste regarder les moments, les valeurs moyennes, les dispersions, mais ça peut être plus contraignant. Les algorithmes sont encore très lents, donc il y aurait beaucoup d'améliorations à faire. Et par contre, ça a l'avantage qu'en finance, on pourra donc faire tourner complètement en industrie, faire tourner les mêmes algorithmes, mais sur une autre base de données. À mon sens, donc, il faudrait... les modèles génératifs aux bases initiales, en chiffrant la proximité, en chiffrant quels individus sont quand même exposés. C'est typiquement les valeurs extrêmes qui sont moins représentées, sont plus exposées du point de vue de la confidentialité. Donc concilier ces deux approches, ce serait un grand défi mathématique et très utile en industrie. Pour finir, donc, je voulais citer quelques autres problèmes industriels qui utilisent beaucoup, donc les systèmes de recommandation que nous avons souvent en ligne, mais pas seulement, la détection de communautés sur les réseaux sociaux, sur les entreprises également. La détection de fraude est un grand problème qui revient de façon récurrente en industrie. Et pour répondre aussi à la question sur les nouveaux logiciels LLM, ce serait plutôt une catégorie qui utiliserait les deuxièmes types de méthodes. Donc nous savons que maintenant les entreprises vont utiliser ces nouveaux outils en les entraînant plus sur leurs données, pas personnelles, mais sur les données de l'entreprise en question. Et donc, il y a effectivement de grands risques de fuite. Et je pense qu'il serait important pour ces modèles-là de les nourrir de données fake, donc produites par les modèles génératifs. Voilà. Bon, merci beaucoup, Christina. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Olivier Ferrand, qui est spécialiste donc, de marché de l'énergie et de la sécurité énergétique. Alors, Olivier, à ton avis, quels sont les grands défis qui nous attendent maintenant et à plus long terme en termes de sécurité énergétique, de risques liés à l'énergie?
Est-ce que tu peux aussi parler des modèles mathématiques qui peuvent être utilisés pour comprendre ces risques? Oui, alors derrière grand enjeu, le choix est assez large, donc j'ai choisi de restreindre un peu avec ma vision propre dans mes activités. L'enjeu pour moi principal aujourd'hui, c'est la décarbonation. Et dans mes activités, comment ça va se transcrire? Le premier, c'est la transition énergétique. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Et l'un des premiers enjeux, en tout cas pour vue d'EDF, c'est la sécurité d'approvisionnement. Donc, en énergie de manière générale, pour éviter des problèmes de précarité énergétique. Mais quand on regarde l'électricité, bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est un moyen qui est très difficilement stockable. Et donc, en temps réel, il faut tout le temps qu'il y ait l'équilibre entre la production et la consommation. Donc ça, c'est vraiment un aspect d'optimisation, un problème mathématique extrêmement complexe sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'équilibre constant que l'on doit faire entre la production et la consommation. Historiquement, le plus gros de l'incertitude qu'on avait, c'était la consommation. On n'était pas sûr en temps réel de la quantité consommée d'électricité. Et à ça, on était capable de faire face à ces problèmes d'incertitude avec des moyens de production qu'on était capable de contrôler. Aujourd'hui, le comportement, il a complètement changé parce que il y a une grosse partie, et de plus en plus importante, de la production qui n'est pas contrôlée et qui est vraiment incertaine. C'est évidemment la production renouvelable. Donc, ce sont les éoliennes et le solaire. Et donc, le comportement de l'incertitude et le volume de l'incertitude est en train de changer de manière considérable. Donc, et ça, pour nous, EDF, c'est un énorme enjeu de mettre en face de ces incertitudes des productions contrôlables qui sont capables de gérer des changements complètement incertains de manière très rapide. Quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'électricité issue des éoliennes. Donc il faut être capable de réagir très très vite. Et quand bien même on est capable de les anticiper, il faut quand même être capable, quand on a des changements, même anticipables, de très gros volumes, on doit être capable de mettre en face des moyens de production qui sont capables de réagir très rapidement. Donc ça, c'est pour moi l'un des enjeux techniques qui font appel à des algorithmes d'optimisation sous incertitude et du coup de la modélisation mathématique qui est évidemment très évoluée. Le deuxième enjeu, qui est évidemment en plein dans mes activités, c'est le problème des prix de marché très volatiles. Donc ça crée évidemment des problématiques et des risques des deux côtés. Côté consommateur, bien évidemment, on l'a vu, ça peut amener aussi à de la précarité énergétique et des prix qui explosent et donc des gens qui n'ont plus accès, en tout cas comme ils le veulent, à l'énergie. Et puis du côté producteur, ça crée aussi des risques sur plus long terme, et on le voit aujourd'hui. Ça n'incite pas, des prix aussi volatiles n'incitent pas à investir dans des moyens de production et des moyens de stockage comme on devrait le faire pour assurer la transition énergétique. Aujourd'hui, clairement, on voit en Europe, on sait qu'on doit investir dans des moyens de stockage pour faire face aux incertitudes de production renouvelable. Et aujourd'hui, ça a du mal à se lancer parce qu'aucun investisseur ou très peu d'investisseurs veulent prendre le risque d'investir dans des moyens qui coûtent très très cher et dont la rémunération fait face à des prix extrêmement volatiles. Donc ça, ça amène à des problématiques qui sont liées aussi à de l'économie, mais des problématiques de comment inciter, comment subventionner pour accentuer finalement l'investissement nécessaire pour la transition énergétique. Et puis, j'ai évidemment mis le troisième, mais c'est pas dans l'ordre, mais l'enjeu, évidemment, c'est de faire face globalement au risque climatique, que l'on voit, nous, évidemment, dans les risques associés à la production d'électricité, et quelque part les actions que l'on peut faire contre finalement ces risques climatiques. Globalement, je les mets dans deux cases. C'est des investissements dans l'adaptation, c'est-à-dire on a nos moyens de production aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on fait pour
finalement adapter la construction pour faire face à des risques climatiques que l'on va de toute façon subir. Donc typiquement, c'est l'augmentation d'une digue pour faire face à l'augmentation du niveau de la mer. Donc comment on adapte nos productions actuelles. Et puis, il y a toute une série d'investissements dans le but d'atténuer finalement le risque climatique, c'est-à-dire d'éviter une augmentation considérable de la température. Donc, c'est diminuer évidemment notre impact carbone. Okay. Donc ensuite, concernant l'ensemble de la gestion de ces risques, mais je vais faire un petit peu plus large. À EDF, la gestion des risques sur la partie production, sur nos installations, elle est historique. Donc c'est la culture même d'EDF de faire de la gestion des risques. Voilà, on parle beaucoup du nucléaire, mais je pense que le nucléaire est un domaine dans lequel la gestion des risques est la plus fondée, la plus précise et la plus surveillée. Donc nous, c'est une culture de la gestion des risques des systèmes industriels. Et pour ça, on a toujours fait appel à, évidemment, une modélisation mathématique qui est pour moi le langage universel qui va faire parler l'ensemble des experts des autres sciences. Donc on peut avoir des experts en mécanique des fluides pour modéliser les écoulements, les différents écoulements dans les barrages hydrauliques et dans les refroidissements des centrales nucléaires. On peut avoir des physiciens, aussi théoriciens que l'on veut, mais ensuite on a les mathématiques qui, eux, vont transcrire en modèle mathématique, et ensuite on va avoir l'outil numérique qui va être capable de simuler l'ensemble de ces risques. Donc ça, c'est vraiment une activité qui est historique. On le fait depuis les années 70, depuis la naissance d'EDF. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me fait aussi un peu vibrer dans mon métier, on a un aspect pluridisciplinaire en tant que mathématicien ou statisticien plutôt. On a un aspect pluridisciplinaire qui est vraiment extrêmement motivant. Et aujourd'hui, on l'a encore plus, parce qu'on doit mettre autour de la table maintenant des météorologues, des climatologues qu'on n'avait pas forcément avant, parce que ce sont des nouveaux risques. Et donc des nouveaux modèles qui sont évidemment très proches de la physique. Donc on retrouve un peu nos petits, on savait déjà développer des outils numériques pour simuler ce genre d'événements, ou en tout cas on est à peu près dans les mêmes modèles physiques. Mais voilà, on met autour de la table finalement d'autres experts. Maintenant, on intègre aussi des sociologues, parce qu'il va falloir inciter des gens, sans doute de la flexibilité de la consommation, vous inciter peut-être à consommer dans des temps qui sont plus avantageux pour le système. Et donc, voilà, c'est un aspect vraiment pluridisciplinaire dans lequel les mathématiques sont, pour moi, le langage universel, et c'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen, in fine, d'être capable de quantifier le risque et d'être capable de le contrôler. Merci beaucoup, Olivier. Donc, puisque tu as parlé des risques liés au climat, je propose de rester sur ces risques, mais avoir un point de vue plutôt de l'assurance. Alors, l'industrie de l'assurance, c'est probablement le principal rempart pour la protection de populations contre les risques extrêmes liés au changement climatique. Et en même temps, l'industrie de l'assurance, c'est aussi une industrie qui a très très tôt, au 19e siècle, s'est appropriée, a commencé à utiliser les outils mathématiques, notamment les outils de la théorie des probabilités. Donc, question pour Olivier. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer la nouvelle charge liée au changement climatique dans l'assurance, et comment est-ce que ces outils traditionnels doivent être modifiés pour prendre en compte la non-stationnarité du changement climatique? Alors, tes slides sont tout à la fin. D'accord, donc je vais aller tout à la fin. Voilà. Donc, quelques équations quand même pour commencer, mais ça va être très rapide. Juste pour rappeler, avant d'expliquer comment l'assurance doit s'adapter à ces questions de changement climatique, présenter de façon très très rapide comment ça marche l'assurance, de façon extrêmement simplifiée et très peu rigoureuse ici, mais c'est juste pour qu'on ait tous l'idée en tête. Le résultat clé, le b.a.-ba, c'est la loi des grands nombres, dont vous avez sans doute entendu parler, soit parce que vous avez déjà suivi un cours dessus, soit parce que c'est quand même un résultat mathématique très fort qui a diffusé dans la culture générale. Donc en fait, l'assurance, ça va marcher via un processus qui s'appelle la mutualisation, et qui est le résultat de cette propriété mathématique individuellement. Vous avez des assurés qui ont un risque qui est très aléatoire. C'est ce que j'ai appelé YI ici.
Et puis, quand on va les regarder, donc très aléatoire, parce que vous imaginez avoir une catastrophe naturelle chez soi, être inondé, il y a de fortes chances que ça ne se produise pas quand même. Et puis, si ça se produit, par contre, le coût que vous allez avoir chez vous va être extrêmement important. Donc, en termes de variabilité des résultats que vous avez quelque chose de très incertain. Au niveau collectif, et c'est ça le mécanisme assurantiel, c'est le mécanisme de mutualisation, je dirais. Vous n'avez plus vraiment d'incertitude. Alors, il y a des guillemets autour de vraiment que vous n'avez pas entendu. Mais la loi des grands nombres, on peut la simplifier de cette façon-là. Elle va vous dire que quand on va sommer les pertes des individus, on sait à peu près ce qu'on va avoir. Ça va être à peu près n fois la perte moyenne. Et donc, grâce à ça, grâce à cette vision-là, on est capable de gérer les risques, de faire payer des primes, des cotisations qui vont être relativement modiques pour les assurés et pouvoir absorber collectivement. Alors, il y a plein de problèmes qui font que dans plein de situations en assurance, et je pense que Sébastien en parlera beaucoup en cyber-risque tout à l'heure, où cette question de la mutualisation, ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne marche pas comme ça. J'ai listé que 2 problèmes ici, mais il y en a en fait plein d'autres. Donc il y a un premier problème qui déjà n'est pas écrit, c'est qu'on ne connaît pas forcément quelle est l'espérance, quelle est la valeur moyenne de notre risque. Donc ça, il y a tout un problème statistique, et notamment il va falloir mettre à jour les modèles quand il y a changement de situation. Et puis ensuite, il y a une grosse question sur, finalement, les assurés ne sont pas nécessairement indépendants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des catastrophes où ils sont tous frappés en même temps. Et ça peut entraîner aussi des questions d'espérance ou de variance qui vont être très importantes et qui vont faire que les primes vont être très élevées. Les primes, vous voyez, c'est ce que paie l'assuré quand il s'assure. On ne vient pas au monde pour acheter un contrat d'assurance. Donc on a envie que le contrat d'assurance ne soit pas cher, parce que c'est simplement quelque chose qui nous protège, mais notre vraie activité, elle n'est pas là. Donc c'est là les slides où je commence à vous faire peur aussi, avec quelques catastrophes qu'on va regarder rapidement. Donc vous voyez par exemple, vous avez cet événement très emblématique dans le secteur des risques naturels, les tempêtes Lothar et Martin de 99, qu'on a appelées les tempêtes du siècle. Où là, vous voyez très rapidement, alors vous étiez peut-être pas né à cette époque-là, mais ça a soufflé très fort, et ça a soufflé très fort sur l'intégralité du territoire. Donc là, vous voyez, il n'y a pas indépendance entre les individus, ils sont tous frappés simultanément, et donc c'est des pertes qui ne sont pas absorbées par le mécanisme dont je vous parlais. Vous avez, et donc ce type d'épisode, l'un des soucis, c'est que avec le changement climatique, vous vous attendez à avoir de plus en plus de ces phénomènes extrêmes qui se répètent. Vous avez aussi, là j'ai mis une photo de scénario cru de la Seine, donc qui évoque quelque chose qui s'est déjà produit au début du XXe siècle, mais qui pourrait se reproduire dans des circonstances différentes, parce que vous voyez, la région parisienne est plus dense maintenant qu'au début du XXe siècle, et y compris en termes d'activité économique. Et donc, ça fait partie des scénarios qui doivent être regardés pour analyser est-ce qu'on est capable de supporter tout ça. J'en ai mis un dernier aussi pour vous montrer aussi le rôle aussi de la statistique et de l'analyse de données dans ces choses-là, et puis pour bien comprendre le caractère évolutif. Le risque sécheresse, c'est aujourd'hui un des risques sur le plan des risques naturels qui est le plus, qui est l'un des plus compliqués, parce que la sécheresse, ça a existé depuis longtemps, mais il y avait des conséquences de la sécheresse qu'on avait sous-évaluées. En l'occurrence, là, ce que vous voyez avec ce petit schéma, c'est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Le risque sécheresse, pendant un certain temps, on se disait c'est essentiellement un problème pour les agriculteurs. Là, le retrait-gonflement des argiles, c'est le fait que vous avez un sol argileux, vous avez de la pluie, le sol gonfle, du soleil, le sol se rétracte, et cette alternance avec des phases de sécheresse va faire du trampoline à vos fondations et va fissurer les maisons. Et là, ce que vous voyez à droite, c'est la cartographie de l'exposition à ce risque retrait-gonflement des argiles sur la France. Donc vous voyez, assez conséquent. Alors ça ne veut pas dire, si votre maison est dans une zone rouge, ne fuyez pas tout de suite, elles ne vont pas toutes s'effondrer. Mais il y a justement une question de comprendre quels sont les facteurs de risque qui vont faire
qu'une maison va s'effondrer ou pas, pour prévenir, pour peut-être fortifier les fondations. Et donc ça, c'est un élément important où vous avez besoin de mathématiciens, de statisticiens pour essayer de comprendre ces phénomènes. Il y a aussi besoin d'un dialogue avec les équipes métiers sur le bâti dans ces domaines-là. C'est une combinaison de ces deux approches, mais où ça va être essentiel pour faire de la prévention et pour pouvoir définir des mécanismes d'absorption du risque. Alors, je vais peut-être passer juste très vite pour mentionner sur ce slide qu'il ne faut pas lire en entier, mais pour dire que justement, vous avez en France un mécanisme d'absorption des risques qui s'appelle le régime catastrophe naturelle, qui est aujourd'hui mis potentiellement en difficulté par ces questions de changement climatique, et qui est en fait un partenariat public-privé où vous avez les assureurs qui font jouer, qui assurent, qui ont un marché concurrentiel sur l'assurance habitation, et qui peut se déployer de façon économiquement viable grâce à une protection de l'État qui intervient en dernier recours si vraiment les choses tournent mal. Parce que si y a le risque que ça tourne vraiment trop mal, il y a le risque de désengagement des assureurs ou d'augmentation inconsidérée des primes. Donc dans ce domaine-là, vous voyez, il y a un grand enjeu aujourd'hui de redéfinir un partage efficace de ces risques, donc État, assureurs, réassureurs, assurés, et justement de nourrir ces partages de risques par des méthodes statistiques qui vont permettre de l'analyser proprement. Donc il y a le partage du risque, il y a aussi, et je vais juste finir là-dessus en essayant d'être assez rapide, une solution qui est souvent mise en avant, alors je la mentionne aussi parce qu'elle pose d'énormes enjeux en termes de recherche et en termes de méthodes mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'assurance paramétrique ou assurance indicielle, qui en fait, face à cette question de dégager de la capacité financière, répond à côté, volontairement. C'est-à-dire que l'assurance paramétrique, c'est un peu... Votre professeur vous a demandé de faire une dissertation sur Sartre, et puis vous dites finalement je vais la faire sur Camus, parce que Camus c'est plus simple, et puis je le maîtrise mieux. Voilà. Et puis ils disent globalement à peu près la même chose, en première approximation. Bon, donc vous voyez toute l'approximation qu'il y a derrière. En fait, en assurance paramétrique, on ne va pas assurer le risque lui-même, mais on va assurer quelque chose qui est lié. Par exemple, au lieu de regarder les dommages réels, on va donner une indemnité forfaitaire en fonction d'une vitesse de vent, d'un niveau de précipitation, etc. Donc, il y a plein d'avantages qui permettent de diminuer tous les frais, qui permettent les frais de gestion de sinistre, qui permettent d'indemniser plus rapidement, ce qui est important dans une phase de reconstruction. Et également, en termes de maîtrise, en général, on va construire un produit sur des variables, sur des données qui sont plus facilement observables que les pertes économiques, et on va avoir plus facilement des méthodes statistiques pertinentes. Alors, sauf que, bien entendu, et ça sera mon dernier slide, et c'est pour ça que je dis qu'il y a des enjeux de recherche importants dans le domaine, c'est que ça ne marche pas toujours, voire il y a un certain nombre de problèmes. Donc là, vous avez un produit qui n'est pas tout à fait un produit d'assurance, mais qui est lié. C'est ce qu'on ce qu'on appelle un cat bond, qui est plutôt un produit financier. Je ne vais pas vous faire la différence entre les deux, mais tous les deux sont basés sur un indice. Et concrètement, là, vous avez, en l'occurrence, la Jamaïque qui s'assure contre les dommages liés aux ouragans via ce type de produit financier qui est censé lui donner une indemnité s'il y a un ouragan. Et là, vous voyez ce titre d'article. Il y a eu un gros ouragan et ça ne s'est pas déclenché. Donc, parce que, en fait, les conditions n'étaient pas réunies. Les variables qui étaient utilisées pour mesurer la sévérité de l'ouragan n'ont pas permis le déclenchement. Donc c'est toute la question, comment on arrive à construire des indices qui représentent correctement le risque, et là vous avez des solutions, y compris très sophistiquées à base d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui proposées, mais comment on s'assure que ça va bien permettre de couvrir y compris les événements extrêmes, et aussi comment on a confiance
dans la construction de cet indice, parce que si vous me dites je veux m'assurer contre les ouragans, que je vous assure contre autre chose, c'est presque pareil, il va falloir quand même qu'on discute un petit peu. Et là, ça embraye sur toutes des techniques liées à l'interprétabilité des modèles, l'IA de confiance, etc. Voilà, donc c'était en très ramassé ce que je pouvais dire pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons maintenant parler d'un autre type de risque qui devient également de plus en plus important pour les compagnies d'assurance. Il s'agit de risques cyber. Pour vous donner un exemple, vous avez peut-être suivi l'attaque à grande échelle, le piratage de l'université Paris-Saclay cet été, qui a presque complètement paralysé l'université pendant plusieurs semaines. Donc, quels sont les outils dont disposent les compagnies d'assurance pour gérer et évaluer ce type de risque? Ces risques sont-ils également modélisables par des modèles mathématiques et si oui, lesquels? J'aimerais bien avoir la réponse. Merci de la question en tout cas. Donc l'assurance et la réassurance cyber, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'assurance qui propose d'indemniser des assurés, qui sont en général des entreprises, des organisations, qui ont subi une attaque ou une grosse panne informatique. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous subissez une attaque informatique ou une panne informatique? Tous les systèmes s'arrêtent, vous ne pouvez plus travailler. Donc les entreprises s'arrêtent, les chaînes de production s'arrêtent, et vous avez des pertes de chiffre d'affaires. Vous avez aussi des pertes de données confidentielles qui peuvent entraîner, ça dépend des pays, mais des class actions, des recours juridiques, des amendes, etc. Donc une attaque informatique ou une panne informatique, ça peut coûter très cher à la victime de ce sinistre. Alors très cher, les attaques informatiques ont fait le plus de dégâts. On parle de centaines de millions de dollars de pertes, donc ça commence à être des montants qui sont quand même très significatifs. Donc l'idée de l'assurance cyber, c'est d'indemniser les entreprises qui sont victimes de ces attaques ou de ces pannes, et forcément pour le faire, comme disait Olivier, il faut savoir quel est l'impact financier de ces attaques informatiques sur les organisations. Et donc pour pouvoir calculer ça, on se pose plusieurs questions. La première question, c'est quand une organisation, une entreprise veut prendre une assurance cyber, l'assureur va se dire est-ce que cette entreprise est bien préparée ou pas? Est-ce qu'ils sont bons à se défendre? Parce que si déjà ils ne sont pas bons pour se défendre contre les attaques informatiques, le risque va être tellement élevé que les assureurs vont dire ça va être compliqué. Donc la première question, c'est comment on fait pour évaluer la qualité des défenses informatiques d'une organisation. Et ça, déjà, c'est pas simple. Plus l'organisation est grande, plus son informatique va être complexe, va être multiple, et donc pour savoir quelle est sa qualité de résistance face aux attaques, ça va demander de la modélisation qu'on verra tout de suite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette estimation et cette évaluation de la qualité de la défense d'une organisation, on se pose la question d'après, c'est-à-dire que si les défenses ne sont pas suffisantes pour parer une attaque informatique, finalement, quel va être l'impact financier de l'attaque informatique sur l'entreprise? Est-ce qu'ils vont être capables de résoudre l'incident en une demi-heure, en une journée, en 10 jours, en 3 mois, en 6 mois? Jamais. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur le coût pour cet assuré. Et puis enfin, la troisième question, c'est que, on le sait tous, la plupart des organisations utilisent exactement les mêmes systèmes informatiques. Alors, il y a les universités qui sont plutôt sous macOS, mais la plupart des entreprises privées utilisent Windows, donc elles ont de l'Active Directory, elles ont les mêmes systèmes de serveurs, ils ont les mêmes... toute l'informatique est grosso modo assez identique. Puis quand on passe au monde des usines et de la fabrication, là c'est pareil, il y a des similarités entre les automates qui assemblent les voitures, toutes les raffineries utilisent les mêmes machines, et donc il y a des effets de concentration informatique qui fait que si jamais des attaquants découvrent une faille pour le système de l'entreprise A, finalement cette faille, ils vont pouvoir la réutiliser pour l'entreprise B, l'entreprise C, etc., et pour une grande partie des organisations dans le monde. Donc ce que disait Olivier tout à l'heure sur l'indépendance des assurés est là particulièrement aigu parce que les assurés ne sont pas indépendants entre eux puisque tout le monde utilise les mêmes systèmes grosso modo. Donc on a un phénomène de concentration qui est très important et on voit que de temps en temps il peut y avoir des catastrophes cyber qui touchent simultanément et dans le monde entier beaucoup d'entreprises. On a eu le cas en juillet. Alors c'était une panne cette fois-ci, donc c'était la panne d'un logiciel qui s'appelle CrowdStrike et qui est utilisé, c'est un peu... voilà.
C'est l'arroseur arrosé, mais CrowdStrike, c'est une entreprise qui fait de la cybersécurité et qui protège les gens qui l'utilisent contre les attaques. Bon, là, pas de chance, ils ont fait une mise à jour, la mise à jour a planté, et ça a paralysé des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde simultanément. Donc dont des compagnies aériennes qui ont été obligées d'annuler leurs vols, etc., donc des pertes financières importantes. Donc voilà, on voit que concrètement, faire de l'assurance cyber, malheureusement, ça n'obéit pas aux critères habituels de l'assurance, l'indépendance des assurés, une connaissance à peu près établie sur les impacts moyens pendant une année des sinistres, etc. Donc aujourd'hui, comment on s'en sort ? Pour évaluer la qualité des défenses d'une entreprise, on utilise grosso modo 2 savoirs liés aux maths. Le premier, c'est la cybersécurité. Donc, il faut comprendre déjà la manière dont l'entreprise se développe. La cybersécurité, ça fait appel à beaucoup de connaissances en matière informatique, mais aussi en maths, parce qu'il y a quand même pas mal de théories des nombres quand on veut comprendre comment est-ce qu'on fait pour chiffrer les communications. Donc c'est un domaine des maths qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec l'assurance, mais qu'on doit quand même à peu près connaître pour évaluer la cybersécurité des entreprises. Et puis après, il y a des techniques basées sur les réseaux bayésiens qui ont été mises en place, parce que malheureusement, la cybersécurité d'une entreprise, c'est pas noir ou blanc. C'est pas ils sont bons ou ils sont pas bons. Ils peuvent être un petit peu déficients sur certains aspects, mais très bons sur d'autres. Donc en fait, il faut être capable de dire « je suis bon ici, mais pas très bon là, sachant que j'ai ça en place, mais pas ça, etc. » Donc c'est de la combinatoire un peu compliquée, pour laquelle les réseaux bayésiens sont assez bien adaptés en première approximation, mais qui trouvent aussi très rapidement leurs limites. Après, on doit quantifier l'impact financier. Donc là, comment on fait ? On a 2 techniques un peu traditionnelles. Une approche fréquence-coût, c'est-à-dire on regarde à peu près quelle est la sévérité d'une attaque informatique, combien ça va coûter. Alors, on a des études de distribution du coût. Alors, il peut y avoir des incidents sévères, des pas très sévères, des très très sévères. Et on essaie de modéliser tout ça sur base de l'expérience et de ce qu'on a pu observer dans le passé. Et puis après, on essaie de trouver des lois sur la fréquence, c'est-à-dire tous les combien ça va arriver. Est-ce que ça arrive tous les jours ? Est-ce que ça arrive toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, une fois tous les 10 ans, tous les 500 ans, en fonction de la sévérité de l'événement considéré. Donc on a des lois après qu'on essaie de modéliser et de faire tourner, mais là encore, ça se base beaucoup sur des observations du passé. De même que la tarification sur base expérience, où on regarde tous les sinistres qu'on a eus dans les années précédentes, et puis on essaie de se projeter dans l'avenir en disant si l'année dernière j'ai eu ça, sans doute l'année prochaine j'aurai la même chose. Oui, sauf qu'en cyber ça ne marche pas. Parce que déjà on n'a pas beaucoup de données d'expérience. Finalement, la cybersécurité c'est assez jeune comme risque. Donc on n'a pas beaucoup de données d'expérience, et en plus les technologies informatiques évoluent tellement vite que les données d'il y a 10 ans, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Donc il faut être capable de trouver des techniques de quantification qui vont au-delà de l'observation du passé, parce que l'observation du passé ne nous apprend pas grand-chose sur le futur. Et puis après, sur la modélisation des catastrophes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des modèles qui commencent à être assez sophistiqués, qui parlent de scénarios. Donc ils vont dire, je vais modéliser une vulnérabilité dans Windows version machin, qui va toucher tant d'entreprises qui utilisent justement ce logiciel. Donc vous prenez une liste d'entreprises. Dans cette liste d'entreprises, vous regardez combien sont les entreprises qui utilisent le logiciel, Windows 10 version machin. Et puis après, vous allez distribuer des pertes sur telle entreprise va être touchée très sévèrement, pas très sévèrement. Celle-là va passer à travers les mailles du filet, celle-là va être touchée très sévèrement. Et vous faites des scénarios et vous regardez l'accumulation des sinistres. Alors, c'est les courbes que vous voyez à l'écran là. Ici, donc ça va vous donner une répartition de sinistres accumulés dans le temps. Et donc vous avez plusieurs scénarios, et vous les regardez, vous les combinez, etc. Mais en fait, toutes ces méthodes-là, elles sont quand même donc c'est des techniques assez classiques en assurance, mais le risque cyber fait qu'elles trouvent très vite leurs limites. D'abord, la cybersécurité, qu'on utilisait dans le temps, là, ça trouve ses limites parce que c'est quelque chose d'assez statique, et on voit aujourd'hui que la menace informatique, elle est très multiforme, elle est très variable et s'adapte très vite aux nouvelles technologies. Donc il faut trouver d'autres moyens de l'analyser.
Après, on va utiliser potentiellement de plus en plus d'intelligence artificielle, et en particulier des LLM, pour essayer de faire de l'analyse prédictive. C'est-à-dire, tiens, j'ai remarqué que les entreprises qui sont, je prends un exemple, une petite entreprise qui fabrique des outils en France, eh ben, si elle a tel et tel profil, elle risque d'être plus attaquée qu'une entreprise qui fait du service marketing en Italie. Voilà. Donc définir des profils, et pour ça, il faut utiliser, on peut utiliser du LLM pour réussir à capturer ça. Après, le LLM, on s'en sert aussi pour qualifier les sinistres, parce que les sinistres informatiques, souvent, ils sont racontés par des gens, donc on va dire, l'entreprise machin a été touchée par une perte de données, machin. Et ça, il faut réussir à le mettre dans une taxonomie si on veut faire des statistiques. Donc il faut le mettre dans des cases. Et les LLM sont très très utiles pour ça parce qu'on lui donne une grande liste de descriptions et ils sont capables de vous dire, voilà, dans la liste descriptive avec des mots, vous avez tant de pourcents qui sont du ransomware, tant de pourcents qui sont de la perte de données confidentielles, tant de pourcents qui sont, etc. Donc vous pouvez quantifier assez facilement. Après, ça c'est des progrès qui sont, je dirais, à portée de main et qu'on commence à utiliser. Après, il y a des modélisations qui sont un peu plus sophistiquées et qui commencent à apparaître. Et là, je cite 2 articles auxquels Olivier a largement contribué. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux tarifer, mieux comprendre le prix de l'assurance cyber. Donc, on utilise des statistiques. Alors là, ça dépasse largement mes compétences, mais j'en ai cité 2. Donc, d'abord, c'est les modèles épidémiologiques. Parce que la cybersécurité, c'est un petit peu comme quand un risque cyber, un virus informatique se diffuse, finalement, ça ressemble un peu à un virus humain, normal. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut réutiliser les modèles épidémiologiques pour mieux capturer, mieux modéliser la diffusion d'une cyberattaque. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. L'autre avancée intéressante, c'est les modèles de Hawks qui permettent de capturer de la corrélation entre les différents assurés et potentiellement les impacts. Si jamais j'ai un assuré qui est touché, est-ce que ça va avoir un impact sur un autre? Donc là-dessus, il y a aussi un article très intéressant auquel je peux vous renvoyer, dont j'ai fait une capture d'écran là, qui permet d'analyser ça de manière plus précise et donc d'aller au-delà de l'indépendance supposée des différents assurés. Et puis après, il y a d'autres aspects mathématiques qui pourraient être intéressants, que je vous ai mis au milieu là, c'est sur la théorie des jeux, parce que en cyber, les risques ne sont pas aléatoires, pas complètement aléatoires. Vous avez des méchants qui cherchent à attaquer des entreprises. Donc, ils ne le font pas par hasard, ils ne le font pas au hasard, ils choisissent leur cible. Et donc, qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont choisir telle entreprise plutôt que telle autre? Est-ce que l'entreprise a les bons outils pour se défendre? Comment l'attaquant va réagir aux défenses de l'entreprise? Et là-dedans, on voit très vite apparaître une possibilité d'utiliser la théorie des jeux. Donc, en fait, la conclusion, c'est que pour le risque cyber et pour sa modélisation, on a besoin de nouveaux outils mathématiques et on a besoin de savoir emprunter des techniques qui sont dans d'autres champs des maths que les modèles actuariels classiques. Et moi, j'ai beaucoup d'actuaires à la maison qui me disent « Oh là, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas de données pour le risque cyber, parce que ça n'a que quelques années, donc je n'ai pas de données. » Ça, c'est typiquement le genre de remarque que je ne peux pas entendre. T'as pas de données, tu cherches ailleurs. Tu essaies de te débrouiller pour trouver des techniques qui permettent de faire de la modélisation sans avoir l'historique des données de tremblements de terre depuis le XIVe siècle. Oui, ça, on les aura jamais. Puis de toute façon, même si on les avait, ça suffirait pas. Donc il faut trouver d'autres technologies. Et donc pour ça, pour les étudiants que vous êtes, ou les jeunes professionnels que vous êtes, ce qui est important pour nous, c'est la capacité d'aller chercher des techniques de modélisation dans d'autres domaines des maths que les outils actuariels classiques. Et nous, c'est ça qu'on attend aujourd'hui chez SCORE, c'est que quand on recrute des gens, il faut des gens qui ont un savoir-faire actuariel, mais il faut aussi de la data science, il faut aussi un peu d'algèbre et de théorie des nombres, il faut aussi de la théorie des jeux, de la théorie des graphes, et c'est pas forcément devenir des champions du monde dans toutes ces théories, parce que là, on sait très bien que c'est pas possible, mais au moins d'avoir la curiosité intellectuelle de se dire, ouais, ok, là, j'atteins mes limites dans ce que j'ai appris à l'université,
est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs des maths que je pourrais utiliser pour répondre à ma question? Et c'est cette agilité intellectuelle-là qu'on recherche aujourd'hui. Pas forcément maîtriser tout, c'est pas possible, mais au moins d'être capable d'aller sonner à la porte de quelqu'un qui sait, en lui disant, tiens, j'ai tel problème, est-ce que finalement ce que j'ai vu dans un article, c'est bien ce que j'ai compris, et est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour résoudre ce que j'ai à faire? Voilà, donc c'est vraiment une culture mathématique horizontale qu'on cherche aujourd'hui. Et donc, si vous avez cette envie de gymnastique, je pense que vous avez tout intérêt à continuer. C'est vraiment exactement ce qu'il faut pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien. On a maintenant un peu de temps pour les questions de la salle. Alors si vous voulez poser une question, n'hésitez surtout pas, mais attendez que je vous donne le micro pour que la question puisse être enregistrée. Oui, j'ai l'impression que si on peut résumer un peu le côté assurance, c'est qu'à la base, vous faisiez une approche où il n'y avait pas d'indépendance. Enfin, il y avait de l'indépendance entre toutes vos mesures, enfin, toutes vos variables aléatoires, et que maintenant, vous dites qu'il n'y a plus d'indépendance, mais que c'est même pire que ça, c'est qu'elles sont liées enfin, elles ne sont pas indépendantes, mais on a besoin de robustesse dans le sens où il faut de redondance plutôt. C'est-à-dire qu'en gros, dans les systèmes informatiques, souvent, tous les maillons sont reliés les uns aux autres. Et donc, vous devez avoir une approche où vous faites plusieurs sous-réseaux pour qu'en fait, par exemple, on dit souvent ça en cybersécurité, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir accès directement au cœur, il faut plusieurs layers. Et donc, vous devez avoir de la redondance dans chacune de... Et comment, du coup, ma question, c'est comment, dans cette approche-là, comment vous essayez de modéliser et de vous inscrire dans cette logique de redondance J'aimerais bien avoir la réponse. Ça fait partie des questions qu'on se pose. Alors, toute la difficulté, c'est de mettre le curseur, c'est-à-dire jusqu'où on va modéliser les choses. Ce qu'on prend comme hypothèse, c'est qu'un jour, il y aura une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe cyber qui va toucher des centaines de milliers, voire des millions d'entreprises dans le monde. Et du coup, on fait l'hypothèse que les défenses de cybersécurité ont été contournées d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est notre hypothèse de départ. On dit, voilà, les défenses classiques, de toute façon, celles de tous les jours qui permettent de se protéger de manière régulière, celles-là ont fait défaut. Donc comment on fait quand on fait l'hypothèse que c'est une faille complètement inattendue ou une panne informatique complètement inattendue qui prend tout le monde de court et qui va avoir un impact très fort. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse macro. Et après, effectivement, si on veut raffiner, il faudrait rentrer dans la modélisation des systèmes informatiques, couche par couche, entreprise par entreprise, type de sous-réseau par type de sous-réseau, analyser les interconnexions. Mais ça, c'est beaucoup trop fin. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Et on peut s'épuiser à essayer de modéliser Internet. Et de toute façon, Internet, ça bouge tous les jours. Donc, même si on arrivait à avoir une modélisation extrêmement précise d'un serveur informatique, d'un load balancer qui répartit, d'un switch, d'un routeur, etc., en fait, c'est tellement complexe et tellement volatile tout en étant robuste, c'est assez paradoxal, que finalement, on n'arrivera jamais à atteindre ce niveau de modélisation. Donc il faut faire des hypothèses un peu simplificatrices, tout en étant conscient du biais qu'on introduit, et essayer de mesurer l'erreur qu'on fait, plutôt que d'être trop fin et de perdre, je pense, beaucoup de temps. Merci. Et je voudrais juste apporter un complément aussi, et en écho à ce qu'a dit Sébastien dans sa présentation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la difficulté, c'est que ce soit en climatique ou en cyber, quand on est sur des très grands risques, enfin sur des très grands sinistres, c'est des situations en fait qu'on n'a jamais rencontrées. Alors, on a rencontré des événements terribles, mais on se doute mais on est toujours vivant. Et on se doute qu'avec les évolutions de la menace, des usages numériques, du climatique, on va se retrouver face à une situation qui potentiellement n'a pas été rencontrée dans le passé. Et c'est là qu'il y a un double jeu, c'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin de définir ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire des scénarios. On doit vraiment construire avec une démarche de modélisation et en allant chercher, y compris vers d'autres disciplines, quelque chose qui reproduise les conséquences de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on anticipe. Et en même temps, il faut utiliser un certain nombre d'expériences qu'on peut avoir pour nourrir
ces scénarios en paramètres. Parce que, je ne vais pas être technique, mais il faut donner avant de lancer vos simulations, vous devez donner des valeurs sur quelle va être la durée d'interruption de service, quelles vont être les réactions des différentes parties. Donc vous avez ce double jeu entre une connaissance des données traditionnelles qui va nourrir des approches nouvelles et des approches qui doivent être discutées avec d'autres disciplines. Et je rebondis, puisque vous parliez des questions de systèmes de défense, justement pour anticiper comment ça va se passer en cas de crise. On ne peut pas simplement rester derrière son tableau Excel. Il faut aller discuter avec des spécialistes de ces sécurités dans l'entreprise, des spécialistes de la threat intelligence pour expliquer comment se déroulent les différentes attaques cyber, pour pouvoir modéliser au mieux tout ça. Sinon, on est dans des choses qui servent finalement pas à grand-chose, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions ? Personnellement, j'ai une question pour Madame Christina, qui avait parlé de privacy dans la modélisation et tout ça, et pour les assurer. Et donc, je voudrais savoir, en fait, si vous avez, par exemple, des techniques qui permettent, qui permettent que les assurés gardent leurs données et qu'elles ne soient pas, par exemple, publiées dans une base de données globale, mais gardent leurs données et utiliser ça avec des techniques de federated learning, par exemple, comme on fait avec les reconnaissances faciales. Je pense que ça va être difficile du moment où on passe un contrat avec l'assureur, on doit lui fournir des informations. Garder ces données pour soi, ce serait rester anonyme, en fait, c'est ça. C'est difficile. Je ne vois pas comment on pourrait concilier ces deux aspects. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui. J'avais également une question pour vous. Vous avez parlé de la génération de faux individus pour élargir sa base de données ou pour rendre confidentiels les individus qui ont accepté de fournir leurs informations. Je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez s'assurer que la génération de cette base de données n'introduise pas de nouveaux biais ou ne confirme pas des biais, et comment est-ce qu'on pouvait du coup indiquer à la personne qui va réutiliser cette base de données derrière les biais susceptibles qui pourraient se trouver dans cette base de données. Oui, tout à fait. C'est une des contraintes les plus difficiles à respecter. Donc ça dépend, quand je vous disais, ça dépend des critères qu'on prend pour décider que la base de faux individus ressemble à la base initiale. Et le critère le plus contraignant, c'est la vraisemblance entière. Là, vous contrôlez à peu près tous les aspects aléatoires de vos données et vous êtes sûr de ne pas avoir de biais. Mais c'est le critère le plus contraignant. Donc c'est aussi un curseur à mettre entre si vous avez des variables précises dont vous voulez contrôler le biais, vous vous concentrez là-dessus. C'est beaucoup plus relâché comme contrainte que la vraisemblance totale. Donc voilà, c'est aussi un curseur à décider ensemble avec le professionnel et les contraintes du métier. Oui. Bon, merci beaucoup. Bon, je pense que là, on a épuisé le temps en partie, mais les participants vont rester un petit moment sur le stand juste devant la porte. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir parler avec nous. Et sinon, je propose juste de remercier tous les participants de la table ronde.